Donc, comme je disais initialement, il y aurait dû y avoir une édition à Dijon. Les circonstances en ont évidemment décidé tout à fait autrement. Pour autant, aujourd'hui, les ateliers du développement local se tiennent avec plus de 500 inscrits pour une version certes 100% numérique, mais bel et bien tout à fait réelle avec vous aujourd'hui. Et la NPP s'en réjouit profondément. Les états généraux sont reprogrammés d'ores et déjà, donc dans un an, Touron, à Dijon également, et ils se tiendront donc les 2 et 3 décembre 2021. Nous pouvons déjà le noter dans nos tablettes. Pour l'heure, quelques informations immédiates sur le déroulé de cette session. Tout d'abord, pour vous dire que cet après-midi sera déroulé en 2 parties. La toute première qui va suivre immédiatement, qui sont des propos d'ouverture et qui vont se tenir jusque vers 14h45, 50 maximum, c'est ce que nous visons. Puis ensuite, la deuxième partie de l'après-midi qui seront les ateliers en tant que tels et qui se tiendront donc de 15h à 17h. Pour cette première partie de propos d'ouverture, vos micros sont tous fermés. Ne cherchez pas à faire autrement, ça a été fait à dessein. Donc les micros sont tous fermés, mais l'espace de conversation, le chat, le pad, quel que soit le nom que vous lui donnez, sera ouvert pour que vous puissiez préparer les questions que vous souhaitez poser aux interlocuteurs qui vont suivre dans l'immédiat. Donc, ces questions seront recueillies et seront traitées et peut-être synthétisées, regroupées, possiblement reformulées par Michael Restier et son équipe, et je les poserai pour vous à vos interlocuteurs. Donc, il est maintenant l'heure de passer directement la parole au président de la NPP, M. Raymond Vall, qui sera immédiatement suivi par l'intervention de M. le ministre Joël Giraud, que nous retrouverons, et nous nous retrouverons ensuite véritablement dans cette configuration pour un jeu de questions-réponses que vous pouvez donc commencer à préparer en utilisant le chat. À très bientôt donc. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, je vous vois plein écran. Cher Joël, merci d'être là. Je tiens l'intégralité de l'écran, comme tu le sais, Raymond. Bien, donc, je voudrais aussi remercier toute l'équipe de NPP qui est formidable et qui a réussi ce petit miracle de nous permettre d'être plus de 500 à participer à ces ateliers. Et donc, ça représente quand même une grande partie de nos territoires de projet, 272. Et évidemment, en termes de population concernée par ces projets, ben, ça représente 50% de la population de notre pays, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, si vous voulez, cette adhésion forte depuis ces dernières années nous ont conduit à préparer ces états généraux qui, vous l'avez souligné, n'ont pas pu être tenus. Mais je dois rappeler que le président de la République nous avait accordé son parrainage et que je ne doute pas qu'il nous reportera ce parrainage donc l'année prochaine, en 2021, le 2 et 3 décembre. Donc, très vite, puisque nous sommes là pour échanger. Moi, je voudrais simplement vous dire que, comme tout le monde, cette année 2020 a été une année extrêmement difficile. Et je voudrais d'abord, en premier lieu, rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Ils nous ont quittés trop tôt, bien sûr, fauchés pour certains par ce virus. Et puis aussi, pour d'autres, par une maladie malheureusement très répandue. Je pense à Jean-François Césarini, qui, député du Vaucluse, nous a quittés à l'âge de 49 ans, avec pourtant un bilan déjà que nous partageons encore aujourd'hui dans son approche très visionnaire de développement local. Je pense aussi que il faut rendre hommage à tous ceux qui, dans ces territoires, qu'ils soient dans les PETR ou pas, ont permis donc à cette population de pouvoir bénéficier d'un soutien, d'une solidarité, d'un accompagnement qui est conforme d'ailleurs à l'esprit de nos PETR, de nos conseils de développement, c'est-à-dire dans un territoire de PETR, c'est la mutualisation et la solidarité qui s'exercent. Donc, encore une fois, je remercie tous ceux qui ont œuvré au quotidien dans la modestie, parfois à titre personnel ou dans des associations,
que ce soit pour l'achat des masques dans les communes et les EPCI, que ce soit pour accompagner les entreprises dans le déploiement de l'e-commerce, que ce soit pour renforcer le travail éreintant des personnels et professionnels de santé. Et parfois même, on est allé jusqu'à acheter des tablettes pour des familles qui étaient démunies. La création parfois des centres sanitaires de Covid-19 territoriaux, ou encore, bien sûr, la structuration accélérée du circuit alimentaire de proximité. Voilà. À tous, un grand merci, un grand bravo. Et encore une fois, sans vous, point de lien social, point de cohésion territoriale. Avec ce plan de relance, nous voilà dans une période charnière. Je dirais même l'occasion, pour nous, comme pour tous ceux qui se dévouent au quotidien, pour nos territoires, d'entamer une réelle transition énergétique et écologique indispensable à notre salut. C'est d'ailleurs l'ambition des nouveaux contrats CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, issus de la fusion des contrats de ruralité et des contrats de transition écologique. Et bien sûr, Monsieur le ministre, nous saluons le gouvernement de cette initiative et de porter un message clair de simplification. Monsieur le ministre, nous nous interrogeons par contre sur sa territorialisation. Nos territoires de projet ont démontré maintes fois leur capacité, leurs compétences dans l'animation des dispositifs contractuels. Vous en connaissez particulièrement un, le pays du Grand Briançonnais. Et donc, nous souhaitons, au cours de cet échange, que vous puissiez nous clarifier cette dimension territoriale à laquelle, bien sûr, nous sommes très attachés. Nous ne sommes pas la seule, mais nous pensons que les PETR doivent être une fois de plus des acteurs importants de ces CRTE. Enfin, nous tenions également à saluer une autre initiative portée par le gouvernement, c'est cette fameuse loi 3D, qui d'ailleurs est devenue 4D, puisque à la décentralisation, à la différenciation, à la déconcentration est venue s'ajouter la décomplexification. Naturellement, l'ANPP adhère pleinement à ces concepts. Toutefois, on espère que la déconcentration au niveau national ne va pas se traduire par une reconcentration au niveau local, avec un préfet dont le rôle apparaît de plus en plus large. Et donc, peut-être, Monsieur le ministre, auriez-vous des précisions à nous apporter? Enfin, j'espère qu'au cours de cet échange, nous pourrons avoir une clarification de ces deux points. En fait, Monsieur le ministre, encore une fois, je voudrais vous remercier. Et comme nous sommes très nombreux, je vais rapidement donc vous passer la parole et souhaiter à tous un très bon séminaire. Merci. Merci Président. Merci mon cher Raymond. Je suis vraiment très heureux de te retrouver, même si c'est en visio et que nous avons plus l'habitude d'échanges dans des espaces un peu plus conviviaux. Écoutez, mesdames, messieurs, moi je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour cette invitation, parce que la NPP, finalement, c'est la défense de l'intérêt des pays. Et comme tu le soulignais à l'instant, Raymond, je connais bien un pays qui fonctionne d'ailleurs particulièrement bien, qui est le pays du Grand Briançonnais. Et je fais partie des gens qui, à l'Assemblée nationale, lors des différents mandats que j'ai pu exercer, étaient de ceux qui soutenaient la politique des pays. Je dois dire que là-dessus, et tu t'en souviens bien, parce qu'il en était de même, au Sénat, il y avait des avis parfois très contrastés, et nous faisions partie des personnes qui défendaient cette idée de la territorialisation, qui était finalement une idée intéressante, parce que souvent elle permettait, dès lors que des regroupements intercommunaux n'étaient pas suffisants ou ne traitaient pas de certaines questions, dans la mesure où les compétences sur un même territoire n'étaient pas partagées par toutes les intercos, de faire en sorte qu'il y ait du lien, des compétences complémentaires exercées conjointement alors qu'elles ne l'étaient pas initialement. Et tout cela a contribué à créer du lien. Puis au-delà, les pays, c'est quand même très largement de l'ingénierie territoriale. Et l'ingénierie territoriale, c'est ce dont nous manquons le plus à l'heure actuelle dans les territoires, notamment les plus reculés, les plus ruraux, les plus pauvres. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous, et également de participer à ce qui est un échange d'expériences qui est toujours enrichissant pour tout le monde. L'intérêt aussi de ces types de réseaux comme la NPP, c'est de faire en sorte que les bonnes pratiques puissent se diffuser, et ce que vous faites particulièrement bien. Alors, vous avez un programme de travaux qui illustre bien finalement le fait que les politiques territoriales touchent à tous les aspects des politiques publiques.
la mise en valeur des territoires, c'est une politique interministérielle. Alors, je me permets d'expliciter un petit peu la façon dont je fonctionne depuis ma nomination, qui est somme toute assez récente, car j'ai en charge la mise en œuvre de l'agenda rural, comme vous le savez, et de ces 181 mesures. Alors, 181 mesures qui ne sont pas toutes de même niveau. Il y a des mesures qui sont des petites mesures, puis il y a des mesures qui sont un petit peu plus, je dirais, conséquentes et cohérentes. Donc, l'agenda rural, c'est quelque chose qui relève d'une politique interministérielle. Donc, alors, excusez-moi, parce que non seulement j'ai des problèmes de connexion, mais maintenant tout est en train de se déclencher. Je vais essayer d'éviter que vous ayez des interférences dans tous les coins. Voilà. La meilleure preuve que lâcher, nous sommes sur un opérateur qui n'est pas un opérateur qui est de temps en temps d'avoir des problèmes de connexion. Pour revenir aux politiques interministérielles, depuis ma nomination, j'ai agi dans deux domaines bien particuliers, puisque j'ai demandé d'abord avec Jacqueline Gouraud que l'on nomme des référents ruralité, non seulement dans tous les cabinets ministériels, mais ça c'était fait au travers des référents territoires, mais également dans toutes les grandes administrations de l'État. On a l'annuaire, entre guillemets, qui est pratiquement prêt à être diffusé. Il était, je dirais, partiellement prêt au moment du comité interministériel de ruralité, de façon à ce qu'il y ait des interlocuteurs qui soient dédiés. Parce que quand il y a des interlocuteurs dédiés, ça permet aussi de ne pas oublier un certain nombre de thématiques. Et j'ai mené pour ma part un certain nombre de réunions interministérielles de façon à ce que l'agenda rural ne se reste pas lettre morte et que nous reprenions les choses point par point et ministère par ministère pour voir où on en était et surtout qu'est-ce que nous pouvions faire progresser très rapidement dans ces 181 mesures qui soient opérationnelles pour les différents ministères. Alors, bon, à ce jour, bon, on était avant le comité interministériel à environ 30% de mesures qui étaient engagées ou réalisées. Après le comité interministériel, on est à 50% de mesures qui sont actuellement engagées. Alors, il y a des choses que vous connaissez bien. Par exemple, les espaces France Service, qui est une des mesures les plus emblématiques de l'agenda rural. Ce n'est pas simplement reprendre les anciennes maisons de service au public qui a été réalisé comme mesure de l'agenda rural. C'est bien faire en sorte qu'il y ait des maisons labellisées avec un bouquet de services minimal parce que une maison de service qui a très peu de services n'a pas non plus grand sens sur un territoire national. C'était notre façon aussi d'imposer à un certain nombre de grands opérateurs ou de grandes administrations de l'État de rentrer dans la logique des maisons qui étaient les anciennes maisons de service public ou de service au public. Et aujourd'hui, la labellisation vaut financement pérenne, ce qui est aussi extrêmement intéressant. Et nous pouvons nous appuyer sur ce réseau pour, certains diront, pallier à la carence d'un certain nombre de services publics sur les territoires, mais moi je vois aussi le bon côté des choses. C'est-à-dire que, par exemple, en ayant mis, pour citer ce seul exemple, Pôle emploi dans la logique des maisons France Service, eh bien, nous sommes arrivés à avoir des politiques spécifiques de Pôle emploi sur des territoires qui auparavant n'étaient pas forcément concernés par ce qui était proposé en termes de couple emploi-formation par Pôle emploi. J'en vais pour preuve dans un endroit que je connais bien, la problématique des saisonniers qui est encore plus accrue en cet hiver où nous avons des difficultés compte tenu de l'épidémie, de la pandémie de la Covid sur les stations de sport d'hiver. Donc France Service, pour nous, c'est déjà un paquet important puisqu'on a eu 156 structures qui sont labellisées en tenant compte des dernières labellisations. Et le président de la République nous a fixé un objectif. On a besoin de 2000 France Service avant la fin du quinquennat et nous y arriverons. C'est la raison pour laquelle le budget a été augmenté de 10 millions d'euros, ce qui a porté à 28 millions d'euros les crédits que l'État met à la disposition des collectivités pour le déploiement de ces espaces. Alors, la générale, ça n'est pas que France Service. Je veux dire, je cite cette mesure parce qu'elle me semble assez emblématique, mais ce sont aussi des mesures pour la jeunesse. Il y a de plus en plus de campus connectés ou des cordées de la réussite qui associent jusque-y compris, j'ai demandé à ce que ce soit le cas, de plus en plus de collèges et de lycées dans des zones rurales. C'est un dispositif qui facilite l'accès à l'enseignement supérieur et dont près de 10 000 jeunes des territoires ruraux ont déjà bénéficié. Ce sont aussi des mesures sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui sont extrêmement importantes.
parce que je viens d'ailleurs d'en faire les frais, c'est-à-dire la réduction de la fracture numérique, avec non seulement le New Deal, mais également l'accélération via le plan de relance du fibrage du territoire, des mesures pour la santé, avec des généralisations, des choses qui étaient attendues, c'est-à-dire le fait de pouvoir financer, je dirais mieux, les médecins qui sont des médecins référents des CHU et qui permettent de faire de l'accueil d'interne dans les maisons de santé pour avoir un vivier de médecins au-delà du fait d'avoir une coque, parce qu'une coque vide qui s'appelle maison de santé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous allons également, au travers notamment du projet de loi 3D, faire en sorte que des initiatives qui sont celles souvent prises par des conseils généraux, départementaux, pardonnez-moi, décidément je dis toujours conseil général, peut-être qu'un jour l'appellation reviendra, qui consiste finalement à avoir entre guillemets des dispensaires de médecins. Vous savez, ces fameux médecins qu'on devait, en fait, que l'ARS devait implanter sur les territoires déficitaires et qui ne sont pas toujours arrivés parce que l'ARS n'est pas non plus n'a pas vocation, je dirais, à faire ce genre de job. Et puis en période de pandémie, il y a un peu d'autres chats à fouetter. Mais des départements ont fait des choses très bien. Je pense à la Saône-et-Loire, je pense au Puy-de-Dôme. Et on fait des espèces de dispensaires où les médecins vont sur les maisons de santé. Et c'est ce que nous voulons favoriser parce qu'il y a des problèmes juridiques. Dans la loi 3D, nous allons donc lever ces problèmes juridiques. Nous avons également participé à la pérennisation de mesures qui avaient été prises au ministère de la Santé et qui permettent à certaines infirmières, infirmiers de pratiquer des actes médicaux, puisque ça avait été le cas pendant la période du Covid, de façon également à faire en sorte qu'il y ait une relation de proximité. Et puis ce qui est important, le remboursement de la télémédecine qui continue au-delà des périodes de pandémie et qui me semble important. Bon, il y a des mesures pour, je ne vais pas toutes les lister, mais pour le petit commerce, pour la culture, pour l'agriculture et l'alimentation, où on va faire un package assez intéressant avec le ministère de l'Agriculture autour à la fois des crédits qui ont été les crédits nouveaux pour les cantines scolaires, mais également les programmes alimentaires territoriaux, en proposant une espèce de package qui me semblera intéressant sur les territoires, sachant que l'on met 80 millions d'euros sur les PAT dans le plan de relance. 80 millions d'euros, dont 75 sont destinés d'ailleurs à des mesures concrètes issues de la première réflexion des PAT, c'est-à-dire qu'on est plus sur de la poursuite des actions engagées sur les PAT que dans simplement de l'ingénierie de démarrage, parce que je pense que c'est important de ne pas laisser retomber le soufflet. Moi, il y a deux mesures dont je voudrais dire un mot parce qu'on vient de les lancer. C'est d'abord la mesure 23 de l'agenda rural, qui est celui des petites villes de demain. Et les 1000 petites villes de demain. Il s'agit d'accompagner tous les projets de redynamisation des bourgs-centres en difficulté de moins de 20 000 habitants qui ont des fonctions donc de centralité et qui connaissent des difficultés. Alors ça, c'est important parce que nous avons tenu avec Jacqueline Gouraud à ce qu'il n'y ait pas de plancher en la matière. C'est-à-dire qu'un bourg-centre peut avoir une population très faible. On vient de labelliser, d'acter la liste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a dedans des bourg-centres qui ont 700 habitants. Nous avons donné également la possibilité d'avoir plusieurs bourg-centres par interco, parce que vous le savez, les intercos sont devenus extrêmement grandes. Et il arrive que nous ayons 2-3 anciens chefs-lieux de canton qui sont des bourgs-centres en difficulté, et ces bourgs-centres se regrouper. Alors, il faut évidemment qu'il y ait une logistique entre guillemets intercommunale, puisque le chef de projet sera dans l'interco. Moi, je vous avoue que vous le savez que j'ai toujours cru au regroupement. C'est pour ça que je crois aux intercos et je crois au pays. Et nous comptons à ce moment-là un bourg-centre pour 2 ou 3, qui permet de démultiplier les bourgs-centres sur le territoire et notamment dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de ruralité. C'est une opération qui me semble extrêmement intéressante pour toutes et pour tous. Il y a une deuxième mesure sur laquelle je voulais insister parce qu'elle rejoint toujours vos préoccupations d'ingénierie. Nous avons mis en œuvre la mesure 147 qui est le volontariat territorial en administration, le VTA. Alors, vous savez que ça existe sur les territoires d'industrie, c'est des VTE, ce sont des jeunes diplômés qui se retrouvent, je dirais, dans la situation de prendre en charge l'ingénierie de ces territoires. Et bien, de la même façon, il y a 800 collectivités qui vont être accompagnées en ingénierie avec un concours de montage de projet spécifiquement d'ailleurs dédié au plan de relance.
Parce que, vous savez, la plus grande crainte qu'on a tous, c'est que le plan de relance, ce soit un peu de temps en temps le premier arrivé, premier servi. J'ai fait de l'attribution de programmes satellitaires quand j'étais dans une autre institution qui s'appelait l'Union internationale des télécoms. Et je me rappelle bien que de ce système dit du premier arrivé, premier servi. Et premier arrivé, premier servi dans les collectivités, c'est toujours les grosses collectivités qui en bénéficient et pas les petites, puisqu'il y a de l'ingénierie, il y a des projets qui sont prêts. Et ces villes, ces très grandes villes, ces très grandes agglos n'ont aucune difficulté à rentrer dans les chaussettes des appels à projets. C'est tout à fait différent de ce qui est le cas des communes rurales ou des intercos rurales. Donc les jeunes VTA sont pour moi quelque chose d'important et qui relève plus généralement du soutien à l'ingénierie, puisque vous le savez, nous avons obtenu le doublement des crédits à l'ingénierie qui passe de 10 à 20 millions d'euros. D'ailleurs, la NCT est partenaire des ateliers. Je tiens à remercier la NCT pour cette participation à vos ateliers. Elle a pour objectif d'accompagner davantage de collectivités dans le montage des projets. Et nous aurons donc plusieurs étages finalement à la fusée. Il y aura l'ANCT avec ses moyens pour des projets dédiés sur déclenchement des préfets de département. Je dis bien des préfets de département qui sont les correspondants de l'agence. Ensuite, il y aura des organismes publics qui sont en lien avec l'ANCT qui pourront être également dépêchés pour des expertises particulières. Je citerai le CEREMA parce que c'est celui qui est le plus connu et il va y avoir bientôt un programme d'expertise sur les ponts qui me semble particulièrement important. Il y aura également des journées qui sont des journées de chargés d'études qui ont été prises en charge par l'État et qui vont être mis à disposition de ces territoires. C'est le préfet qui déterminera la façon dont on peut les mieux utiliser. Et le dernier étage que je viens de vous citer, c'est-à-dire l'ingénierie locale dans les collectivités, ces 800 jeunes VTA qui vont permettre d'être finalement les mécanos de un peu l'imbroglio des systèmes contractualisés français qui sont toujours un peu plus complexes que dans les autres pays d'Europe que je connais bien aussi par ailleurs et qui ont une tendance à être un peu plus structurés, mais c'est sans doute parce que ce sont des États fédéraux et que la France est un des rares États qui ne relève pas de cette logique en Europe, puisque même les États non fédéraux comme l'Italie sont plus fédéralistes que des fédérations comme l'Allemagne. Alors, moi, je voulais vous dire que cette ambition, elle va encore plus loin, puisqu'il s'agit en fait d'avoir une reconnaissance de leur ruralité. Alors, il y a un sujet qui est un problème important, c'est que la définition de la ruralité n'existait pas vraiment, ou elle existait de manière négative, c'est-à-dire en creux, c'est-à-dire est rural, ce qui n'est pas urbain. C'est comme ça, c'est la définition initiale de la DATAR. À l'époque, j'ai mis longtemps à comprendre comment le seuil de 2000 habitants avait pu sortir un jour. Et le seuil de 2000 habitants, il était sorti justement, je l'ai su grâce à quelqu'un qui bossait à l'époque pour les équipes de la DATAR. On a regardé quelles étaient les communes qui perdaient le plus d'habitants et celles qui en gagnaient le plus. Et la césure se faisait autour des 2000. Donc, c'était un critère négatif, c'était vous qui perdez de la population, vous êtes des ruraux. Là, on a utilisé, en accord avec l'Association des maires ruraux de France, une procédure qui est une procédure d'ailleurs de l'INSEE, mais qui est à l'origine une procédure européenne d'Eurostat, parce que je crois que ce n'est pas plus mal d'avoir une cohérence sur les procédures de définition de la ruralité en Europe, autant qu'on a l'ambition de porter un projet d'agenda rural, mais cette fois au niveau européen, qui me semblerait intéressant. Donc, l'INSEE a donc permis une redéfinition des espaces ruraux suivant un principe qui est un principe communal, qui est une règle de densité et qui convient à peu près à tout le monde. Et nous avons, grâce à cela, pu accompagner notamment les démarches qui avaient été faites au Parlement sur la refonte de la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui désormais sera, entre guillemets, mieux fléchée vers les territoires ruraux. C'est-à-dire que la DETR, parce que tel est son nom, sera en fait calculée au niveau des enveloppes départementales en fonction de la population rurale des EPCI et pas seulement de la population globale des EPCI, et que nous allons ensuite, dans la circulaire qui va paraître en janvier, faire en sorte que nous ayons un sujet assez intéressant, parce que dans nos préoccupations,
il est clair que nous avons une… Ah, je disparais de l'écran. Je ne sais, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai un problème d'écran noir. Oui, oui. Oui. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ben, écoutez, je suis en Oui, écran… oui, on vous entend. Oui. Pardonnez-moi, je suis en écran noir, donc Oui. donc c'est parfait. Je continue sur l'écran noir. On vous entend et on vous voit. Donc je disais que il y a une… Voilà, tout va bien. En fait, l'écran ne redevient clair que quand il y a des barbus. L'écran, ça doit être ça, le signe de reconnaissance. Ou alors le signe de celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre rendez-vous chez la coiffeuse qui a réouvert. Mais donc, je disais que dans la circulaire relative à la DETR, nous allons également faire en sorte qu'il y ait un fléchage bien clair pour éviter ce que j'appelle des détournements de DETR, parce que si des EPCI font des projets à dominante purement urbaine, ce n'est pas normal qu'ils bénéficient de la DETR uniquement pour ces programmes-là. De la même façon, dans les communes nouvelles, on s'est aperçu qu'ils utilisaient la DETR sur des projets de la commune, l'ancienne commune centre. Il y a un très bon exemple qui s'appelle Annecy, l'utilisation de la DETR qui était pour une seule de l'ensemble des communes du Grand Annecy, avait permis de choper de la DETR sur la ville même d'Annecy, ce qui, bon, certes, est intéressant pour la ville, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais n'est pas forcément l'objectif de la DETR. Donc, on va remédier à on va dire, à ces dérapages ou à ces abus de faiblesse, on va les appeler comme ça. Et de surcroît, nous allons faire quelque chose qui me semble aussi important. Je me suis aperçu lors des voyages officiels, malheureusement on n'en fait plus depuis la pandémie, mais que dans plusieurs départements, vous savez, la dotation qui est la DECIL, qui est là pour des projets structurants, la ruralité n'en bénéficiait pas. Parce que soit le préfet de région avait décidé qu'il en serait ainsi, soit parce que des commissions d'élus, je dis bien des commissions d'élus, avaient décidé qu'il en serait ainsi. Ça dépend de la nature des compositions d'élus. Alors, comme c'est parfaitement illégal, on va le réexpliquer dans cette même circulaire de la DGCL que Jacqueline et moi-même allons signer, de façon à ce qu'on puisse continuer à émarger pour les projets structurants, qu'on soit rural ou urbain, qu'on puisse bénéficier de cette décile et continuer les bonnes pratiques qui sont en vigueur d'ailleurs dans, allez, on va dire 75% des départements, mais quand il y a 25% qui passent à la trappe, ça n'est pas du tout normal. Nous avons aussi quelque chose d'intéressant sur le feu qui s'appelle les aménités rurales. On a un rapport d'inspection générale qui est en train d'être travaillé, qui sera prêt pour le prochain comité interministériel aux ruralités normalement. Et ce rapport d'inspection générale va porter sur la façon dont on peut prendre en compte les puits de carbone, on va dire, de la ruralité. Alors ça, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis l'auteur, en tant qu'ancien rapporteur général du budget, de ce qu'on a appelé d'abord la dotation Natura 2000, qui est devenue la dotation de biodiversité sur le dernier PLF. Et cette dotation donc, de biodiversité va être au cœur des travaux des inspections générales, car à l'heure actuelle, elle est la seule traduction en espèces sonnantes et trébuchantes, pour être très clair, des aménités qu'on appelle les aménités positives, même si le mot est un peu bizarre. Une aménité qui serait négative, je ne sais pas trop ce que ça serait. Mais bon, il vaut mieux dire deux fois les choses avec deux mots et être superfétatoire que d'être incompris. Et donc, nous avons acté déjà au dernier CIR, au comité interministériel aux ruralités, l'augmentation de cette enveloppe. On ne va pas fixer l'enveloppe complémentaire, mais elle sera augmentée et elle sera retravaillée de façon à ce qu'elle corresponde mieux à l'ensemble des aménités, pas seulement sur Natura 2000 et sur les parcs nationaux, mais on va travailler de manière beaucoup plus large là-dessus. Je l'ai rappelé hier en débat au Sénat, parce qu'il y avait beaucoup d'amendements sur ces aménités rurales, et ça sera un travail qui va être fait en liaison avec les deux assemblées, de façon à ce que nous soyons, je dirais, très clairs entre nous. Bon, vous l'avez compris, moi, alors, les défis des politiques d'aménagement du territoire,
il ne s'agit pas de traiter la ruralité comme un problème, mais de traiter la ruralité comme une solution qui a été mise en œuvre de manière assez importante par pas mal d'urbains qui sont partis en zone rurale pendant la pandémie et la période de confinement la plus longue. Il y a d'ailleurs des départements qui ont fait des choses très, très, très intéressantes de façon à capter de manière plus définitive des gens qui étaient partis, parce que bon, il faut être clair, il y a de tout là-dedans. Il y a le bobo parisien qui considère qu'il faut qu'il aille chez Heidi pour ramasser des fleurs. C'est très bien. Mais il y a aussi des gens qui se disent que finalement, ils vivraient peut-être mieux à cet endroit-là, mais à condition d'avoir des réseaux numériques et des transports. Et un département comme la Nièvre a fait un truc très, 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 très bien qui s'appelle Essayer la Nièvre, où ils ont invité énormément de gens à passer 3 jours dans la Nièvre, dans des gîtes, pour leur montrer à la fois en week-end et en semaine ce que l'on pouvait faire d'intelligent en s'implantant dans la région et comment on pouvait travailler en étant à 2 heures de train de Paris, si on était de la région parisienne, en ayant des gosses qui vont dans une école rurale plutôt que d'aller dans une école d'une grande ville. Ils ont fait des choses très, très intéressantes et ça me plaît beaucoup. Alors, je ne veux pas éluder la question de Raymond tout à l'heure sur la contractualisation. Alors, la contractualisation, il y a une circulaire, je ne sais pas si vous l'avez eue, mais si vous ne l'avez pas eue, je vous la passerai du Premier ministre, qui fait qu'on va essayer de tout rassembler les procédures actuelles sous une seule procédure, qui est les contrats de relance et de transition écologique. D'ailleurs, qui garderont le nom de contrat de ruralité dans la ruralité, mais peu importe. L'important, c'est que ça mêle à la fois les crédits de la relance et les crédits qui sont relatifs à la transition écologique, plus les crédits classiques qu'on avait dans les contrats de plan. Donc, une seule procédure, mais qui est à la main totale, je dis bien totale, non pas de l'État central, comme ça a pu se faire, mais des préfets de département. Alors, vous aurez d'un côté des fameux CPER classiques, les contrats de plan État-région, dont les mandats de négociation sont faits. Vous avez les contrats particuliers, pour ceux qui connaissent le système des massifs, qui sont des contrats de plan interrégionaux de massifs qui concernent la politique de la montagne. Alors, je note que les contrats de plan interrégionaux sont les seuls qui sont prévus par une loi. Donc, si un jour il n'y a plus jamais de contractualisation en France, les seuls qui devront rester sont les contrats de plan pour le massif de montagne. L'ex-député de Briançon en est ravi. Mais bon, essayons de faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Quelqu'un m'a dit lorsque j'ai été nommé qu'il ne fallait pas oublier que la ruralité n'avait pas forcément de la pente, donc je ne l'oublie pas. Voilà. Et puis en période de confinement, je suis réfugié politique dans l'Allier, donc je ne vois pas beaucoup de pente sur les bords de l'Allier en voyant les flèches de la cathédrale de Moulins. Mais je voulais vous dire que sur ces contractualisations, donc il convient que chacune et chacun d'entre vous, et je pense en particulier à vous les pays, vous alliez voir vos préfets de département de façon à montrer l'intérêt qu'il y a dans certains secteurs à faire en sorte que le périmètre de la contractualisation des CRTE puisse être celui des pays. Il n'y a pas nous n'avons donné aucune directive en la matière, c'est-à-dire que c'est open. C'est open parce que tout dépend de la pertinence des périmètres sur votre territoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas y avoir des CRTE empilés. Il ne va pas y avoir un CRTE d'une interco, un CRTE de l'interco d'à côté, un CRTE du pays sur les 2 intercos précédentes. Donc, il s'agit de voir la façon la plus pertinente de mettre en œuvre ces procédures. Et quand je dis périmètre, je ne dis pas, bien évidemment, nous sommes d'accord, maître d'ouvrage, ce qui est complètement différent. Un CRTE peut concerner un pays et bien sûr, la maîtrise d'ouvrage des opérations, elle peut être celle d'une interco, d'une commune. Enfin, tout cela c'est un assemblage que vous connaissez bien, donc je ne vais pas vous faire l'injure de reprendre, je dirais, toute la terminologie là-dessus. Mais en tout état de cause, je voulais vous dire que c'est à la main des préfets. Les crédits sont majoritairement, je ne vais pas dire exclusivement, parce qu'exclusivement, c'est le discours qui est tenu, mais c'est un peu faux, parce qu'il y a quand même des crédits centraux, mais ils sont quand même très majoritairement déconcentrés. Les sous-préfets territoriaux sont chargés également de cette mission. C'est en ce sens que j'ai dit devant un colloque qu'on était plus sur la logique de faire en sorte que les sous-préfets redeviennent ces sous-préfets développeurs qu'on a connus il y a quelques temps et qui avaient officiellement la fonction de développeur.
le préfet de département et, je vous le disais, le correspondant de la NCT. Donc, c'est lui qui a la main sur un certain nombre d'expertises et qui peut les utiliser. Donc, n'hésitez pas à faire remonter, à vous faire connaître d'abord des préfets de département, parce que dans certains cas, ça n'est pas le cas, pour voir avec eux quels seraient les périmètres les plus pertinents. Et je continue à penser que les pays en la matière ont une certaine pertinence. Donc, s'ils remontent un certain nombre de dossiers où les préfets nous interrogent sur la pertinence des périmètres de pays, vous pouvez être sûr que le secrétariat d'État à la ruralité, la pertinence des périmètres de pays fera partie des choses que nous considérons comme plus que normales. C'est tant est que le mot normalité ait une signification dans la société, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la contractualisation. Très grande déconcentration, très grande souplesse des préfets de département. Alors certains y ont vu quelquefois la mainmise des préfets sur ceci ou sur cela. Bon, il y a des comités départementaux de programmation qui se mettent en place, qui sont des comités installés, qui sont des comités essentiellement installés pour la relance, mais qui sont là pour la programmation. Je vous signale que dans certains départements, les présidents de conseils départementaux, j'y arriverai jamais, ont demandé à être impliqués dans la démarche de ces comités de pilotage et de programmation. Nous avons dit, oui, et deux, à ce moment-là, il y a une coprésidence entre le PCD et le préfet de département, donc c'est pas un outil à la main simplement du préfet, c'est pas une relation de tutelle sur qui que ce soit et sur quoi que ce soit, c'est pas comme ça que nous le concevons. Et d'ailleurs, s'il devait y avoir sur ce plan-là des dérapages, parce que la nature est ainsi faite que les dérapages peuvent exister, surtout quand on a une habitude de certaines fonctions régaliennes de l'État, eh bien, c'est des dérapages qu'il conviendrait de nous signaler. Donc voilà sur la contractualisation ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Et si vous ne disposez pas de la circulaire, je la ferai passer par Raymond et ses services de façon à ce que vous puissiez la décortiquer. Alors, comme toute circulaire, elle a un niveau de complexité qui est inversement proportionnel à la future loi 3D avec le 4e D de décomplexification. Parce que, comme en bon germaniste, je vais vous dire, wir leben in Frankreich, donc tout devient très compliqué dans ce pays assez rapidement. Mais sachez qu'en tout état de cause, notre esprit est là. Voilà. Écoutez, j'espère ne pas avoir été trop long. Je m'excuse d'un propos liminaire un peu long. Je n'ai pas sous les yeux ni de montre. Je suis vraiment complètement déconnecté. Donc, on m'avait dit 14h45 maximum. Il est 14h44. Tout va très bien, monsieur le ministre. Tout va très bien, monsieur le ministre. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais voilà ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Très riche intervention et proposition aussi, que je note au passage. Nous avons, donc merci à vous de vous prêter justement à ce jeu des questions-réponses pour les quelques minutes à venir. Nous avons engrangé un certain nombre de questions. Je vous invite, dans la mesure du possible, à avoir des réponses courtes et ciselées, de manière à ce que nous puissions les prendre au maximum. Je vous pose cette première question. Pardon ? Je dis ça, c'est mort que je sois court. C'est pour ça que je fais une tentative. On verra bien ce que ça va donner. Je m'en voudrais de ne pas avoir essayé. Alors, première question, monsieur le ministre. Concernant les CRTE, comment a été prévue l'articulation avec les CPER et les futurs programmes européens de génération 2021-2027 ? Alors, sur ces sujets-là, c'est justement alors, bon, il y a d'abord dans les CPER, normalement, il y a une relation qui s'établit entre les présidents de région et les présidents de département, et une relation qui s'établit entre les préfets de région et les préfets de département, auxquels il appartient effectivement de rassembler les GEIC de programmation prioritaire sur les territoires. Bon, après, je ne suis pas au titre de l'État, je peux vous dire des choses, au titre des conseils départementaux, je ne sais pas comment les choses peuvent se réaliser suivant les départements, mais en tout état de cause, il y a eu cette concertation, et cette concertation a été imbriquée effectivement avec l'ensemble des PO
Et je me suis assuré, pour la partie qui me concerne directement, qu'il y avait bien une articulation avec les POI, les PO interrégionaux, parce que vous comprenez que la politique de massif est, je dirais, totalement dans mon secrétariat d'État. Donc, on s'est assuré de cette articulation, de façon à ce que, justement, il puisse ensuite y avoir une déclinaison territoriale qui permette d'avoir des complémentarités fortes entre les contrats de relance et de transition écologique et les politiques plus macro, enfin, qui sont au niveau régional, sachant que, bon, la logique d'elle-même parle souvent, parce que quand vous avez des volets routiers ou des volets ferroviaires, qui sont quand même la majorité des actions, quand vous regardez la réalité des crédits des contrats de plan État-région, on est dans les, je dirais dans les clous de la cohérence. Je vois qu'on me signale que vous avez bien eu la circulaire relative à la contractualisation. J'ai en même temps des dénonciateurs qui m'envoient des messages, puisque de toute façon, enfin, autant que je sache, votre association a dû être consultée sur la circulaire, je crois. On ne me dit rien dans l'oreillette à ce propos. Je ne vais pas savoir vous répondre. C'est ça. Demandez aux renseignements généraux. En revanche, sur une autre question dans la thématique des premiers arrivés, premiers servis que vous évoquiez tout à l'heure, sur comment assurer une interprétation équitable d'un département à l'autre sur la territorialisation du CRTE. Grande question. Bon, alors oui, tout à fait. Il y a à la fois ce pilotage départemental que j'ai indiqué tout à l'heure et qui me semble extrêmement important. Et là aussi, faites-vous connaître pour que le pilotage départemental vous intègre bien dans vos représentations respectives. Donc ça, c'est la réponse, je dirais, immédiate. Bon, au-delà, je vous le disais, tout est question d'ingénierie. Vous avez une longueur d'avance en termes d'ingénierie au type des pays, puisque vous êtes un objet d'ingénierie, je dirais, par essence. Bon, même si les choses ont été difficiles, notamment lorsque vous portiez des GAL leaders ou autres, avec le joyeux bordel de ces programmations-là, mais enfin, auquel on va mettre un terme, je vous le signale, qu'en sorte que les choses deviennent plus convenables et à ce que les rôles soient bien répartis, ce qui n'avait pas été le cas sous le précédent mandat et qui a provoqué des sous-consommations qui sont préjudiciables d'ailleurs à un programme qui est hyper intéressant pour les territoires et hyper intéressant pour les pays. Voilà, mais vous y êtes pour rien, c'est que lorsque, au niveau politique, les gens ne se mettent pas d'accord, c'est le meilleur moyen pour que les pots cassés se payent sur les territoires. Donc voilà, c'est les éléments les plus synthétiquement possibles. Toujours une question sur l'ingénierie publique territoriale. Un accompagnement financier de l'ingénierie publique territoriale en charge de l'animation locale, notamment pour les conseils de développement, est-il enfin envisagé ? Alors, sur les conseils de développement, donc, comme je vous disais, les VTA concernent les collectivités territoriales. Bon, pour autant, à l'heure actuelle, comme on est en train de finaliser le programme, on le finalise, si vous voulez, parce qu'on est en train déjà de faire l'assemblement financier, notamment avec le ministère du Travail, et les crédits dont on dispose au titre de l'agenda rural. Moi, je vais ouvrir un volet dans ces VTA pour que l'on puisse considérer que les pays, certes, ne sont pas une collectivité territoriale, mais ont justement un intérêt à avoir des renforcements d'ingénierie, surtout si ces collectivités portent des programmations nationales. Et le mettre en débat, parce qu'il n'y a rien encore de définitivement acté. À l'heure actuelle, on n'a pas acté, c'est plutôt les intercos, c'est plutôt les communes, c'est plutôt les pays. On n'a rien acté vraiment, mais je voudrais que, pour le moins, dans la déclinaison opérationnelle, on n'exclut pas. Voilà. Pour répondre à vous, parce que j'ai connu, ayant bien connu des conseils de développement et les atermoiements des financements que j'étais arrivé à mettre en place, mais au niveau d'un mandat qui était un mandat électif régional, je sais quelle a été la difficulté de faire vivre la démocratie participative avec qui était pourtant l'essence même des pays au sens de la LOADT.
je vois un renversement, je vois un très beau collier, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons en Il pleine se passe quelque chose à l'écran. Tout à fait. Donc, je vois quelqu'un qui est un peu hirsute et a la tête à l'envers. Mais... Eh bien, écoutez, nous allons vous interpeller différemment que par cette image curieuse, une interpellation un peu plus directe. Monsieur le ministre, Oui. à vous entendre, on pourrait penser que le préfet est l'alpha et l'oméga du développement local, avec un rôle de plus de contrôle que de conseil. Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, non, dans l'esprit qui est le nôtre, ce n'est pas un rôle de contrôle. Alors, je reconnais il faut que certains préfets fassent leur coming out. Parce que, oui, non, mais effectivement, il y a des gens qui sont peut-être plus, on va dire, sous des positions administratives régaliennes classiques que d'autres. Moi, très honnêtement, pour connaître le corps préfectoral et notamment bien les sous-préfets qui ont été nommés récemment, la diversité des corps, la diversité également, puisqu'on on est enfin arrivé à avoir un nombre de femmes qui arrivent dans les préfectures qui est assez important, parce que ça posait quand même un léger problème. La diversité des corps d'origine, tout le monde n'est pas énarque, loin s'en faut d'ailleurs, les énarques deviennent minoritaires dans le corps. Je me permets de le dire parce que j'ai fait l'ENA, donc je peux me permettre de dire que ce n'est pas forcément nécessaire que tout le monde ait la même formation pour faire des choses. Je crois à la diversité sur tous les plans. Et fait qu'aujourd'hui, les préfets de département, en tout état de cause, ont des consignes de notre ministère, du MCT, pour être tout simplement des préfets développeurs et des sous-préfets développeurs. Et c'est la raison pour laquelle je disais que si dans certains départements ou certains coins, il y a des dysfonctionnements, il ne faut pas hésiter à nous les remonter, non pas sous la façon, je dirais, je dénonce machin, parce que ce n'est pas le sujet, mais sous la façon de l'animation territoriale nous semble insuffisante dans ce département. C'est quelque chose qu'on écoutera au MCT. Très bien, c'est entendu. Une dernière question, monsieur le ministre, bien que nous en ayons encore d'autres. Désolé. Non, je vous en prie. Par contre, là, j'ai des messages qui arrivent un petit peu rapidement. Alors, vous sachant convaincu par la coopération interterritoriale, pourquoi ne pas bonifier les dotations en fonction de la démarche interterritoriale menée par le territoire afin d'encourager sans obliger ces coopérations? Écoutez, non, mais il y a des, en tout cas, il y a des marges de manœuvre sur les dotations. Ce qui veut dire que quand un projet devient structurant, alors je parle moins en termes de pourcentage, mais par exemple, quand un projet devient structurant parce qu'il est interterritorial, parce que c'est souvent le cas, ce qui est interterritorial est plus structurant que ce qui est, on va dire, monocentré. Voilà, ça semble assez logique. C'est la raison pour laquelle il y a, on va réinsister, comme je vous le disais, sur la circulaire relative particulièrement à la DSIL, pour que la DSIL puisse financer des projets structurants en complément de la DETR, ce qui veut dire qu'il y ait de la fongibilité et de l'additionnalité, pardonnez-moi, je cherchais le terme, sur un certain nombre de subventions de l'État. Je cite la DETR et la DSIL en premier parce que dans le volet déconcentré, c'est ce qui est archi déconcentré au niveau des départements et des régions, au niveau de l'État. Donc là, vous êtes sûr d'avoir des crédits vraiment totalement déconcentrés à votre disposition. Donc je pense qu'avec ça, il vaut mieux ne pas dire, je me suis pas mal battu hier soir avec les sénateurs sur des sujets d'ailleurs qu'ils ont retirés. Les gens disent là il faut un rabio, il faut dire 35% au lieu de 25%, il faut dire ceci au lieu de... Bon, le problème c'est qu'au bout d'un moment, comme il n'y a pas de règles complètement établies, on risque en mettant des pourcentages tout simplement de ne pas permettre d'aller au-delà. Si on dit 35 pour un truc pour la DETR, les gens vont dire on ne met pas de décile, on met pas de... donc on ne met rien en plus, alors qu'on peut arriver à, quelquefois, moi j'ai fait financer des choses à 80% par les deux dotations d'État, DSIL et DETR. Donc voilà, je pense que très honnêtement, il vaut mieux laisser une souplesse et je pense que l'intelligence des commissions départementales d'élus notamment permettra de faire des choses plutôt bien et en tout cas avec un certain regard paritaire entre État et collectivités sur les projets.
C'est entendu. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Le timing nous impose malheureusement d'en rester là pour les questions-réponses, mais je souhaite redonner la parole au président de la NPP pour une intervention rebond sur ce qui vient d'être dit, avant de vous donner de nouveau la parole pour un très très court mot de la fin. Mais merci infiniment en tout cas. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais simplement dire que l'État a un devoir de cohérence et de continuité. On ne peut pas imaginer que les territoires qui ont fait des efforts et qui sont dotés de labels, que ce soit des contrats de ruralité, que ce soit des territoires d'industrie, que ce soit des TEPCV, que ce soit des contrats de réciprocité, comment imaginer qu'un territoire qui est territoire d'industrie ne pourrait pas avoir le même périmètre pour le contrat de relance? C'est incompatible. Donc il faudrait peut-être qu'à la circulaire du Premier ministre, vous essayiez de faire au moins une recommandation au préfet, à partir du moment où il y a 3 ou 4 labels qui ont été engagés depuis de nombreuses années avec des politiques qui ont demandé des efforts où l'État a investi, ne pas détricoter ce que l'État a tricoté avec des labels qu'il a accordés. Bien, écoute, ma réponse est claire, c'est que je pense que lorsqu'il y a effectivement, d'abord, toutes les politiques contractuelles qui sont à l'heure actuelle en vigueur, que ce soit les ruralités, territoires d'industrie, tout ce que tu veux, c'est effectivement repris dans la contractualisation actuelle. Et j'allais dire, c'est peut-être la chance des pays. C'est peut-être la chance des pays parce que comme ils ont un espace souvent plus large que les simples intercommunalités, c'est peut-être l'occasion de faire de vous les véritables assembleurs des politiques territoriales en faisant en sorte que l'ensemble de ce qui a été, j'allais dire, acquis en termes d'expérimentation, en termes de contractualisation, puisse se retrouver dans une enveloppe que moi j'ai toujours trouvée cohérente, qui est celle des pays, des PETR, qui me semble la plus cohérente pour mener des politiques contractualisées sur les territoires. Donc je pense que justement, ta remarque est une remarque qui plaide pour les pays, qui plaide pour un assemblage de l'ensemble de ces programmations anciennes sur des territoires qui sont des territoires cohérents comme les pays. Voilà. Ce sera peut-être mon mot de la fin d'ailleurs. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à toi, Raymond, de m'avoir invité. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.